Est-ce que la pause s'est bien passée? Voilà, vous avez pris l'air, tout ça. Est-ce que les gens qui avaient des questions en suspens ont pu les poser? Non? Bon, j'espère que ce sera le cas dans le courant de la journée, en tout cas. Alors, on va recommencer cette deuxième partie de matinée en prenant un petit peu de recul et en prenant en considération un regard externe depuis la France, mais évidemment avec des informations qui sont utiles aussi pour la Belgique. Et je vais inviter Marie-Hélène Schwab à me rejoindre. Marie-Hélène, vous êtes adjointe du département transformation pour les ODD au sein du Commissariat général au développement durable en France. Et vous avez quelques messages clés à nous transmettre. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup tout d'abord à la Direction du développement durable pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de faire partie de cette communauté internationale d'échange de bonnes pratiques. Je suis pas exactement là pour apporter un regard extérieur ou un jugement sur cette journée que je trouve absolument excellente et je sais déjà que j'aurai beaucoup de choses à raconter à mon équipe quand je reviendrai en France. Je suis là pour apporter quelques informations sur la manière dont on tente de s'attacher à réaliser les objectifs de développement durable en France. Alors moi, je travaille au sein du ministère de la Transition écologique et plus particulièrement, comme vous venez de le dire, au sein du Commissariat général au développement durable. Alors, ce qui est intéressant au sein du Commissariat général au développement durable, c'est que même si on est basé au ministère de la Transition écologique, on a vraiment un rôle d'animation interministérielle. Et du coup, on opère vraiment avec l'ensemble des ministères concernés par le développement durable, c'est-à-dire tous, aussi bien le ministère de la Culture que les ministères sociaux. On discute avec tous les établissements publics, on discute avec la Comédie Française, pour ceux qui connaissent, les musées, on discute avec les hôpitaux. Donc on est vraiment... c'est vraiment quelque chose de fort au sein de l'identité du Commissariat général au développement durable, c'est qu'on est vraiment, on opère vraiment en interministériel et de manière transversale. Et c'est cette même volonté de transversalité en fait qui anime notre action pour la réalisation des objectifs du développement durable, qu'il a animé dès le début, en fait, puisque en 2017-2018, l'ensemble des acteurs de la société civile, des entreprises, l'ensemble des ministères ont été invités par le ministère de la Transition écologique pour élaborer une feuille de route qui donnerait un petit peu l'ensemble des actions à dérouler pour atteindre les objectifs du développement durable. Donc c'est un travail qui s'est mené pendant 2 ans, qui a mobilisé à peu près 300 acteurs pour construire cette feuille de route qui a été publiée en 2019. Vous pouvez aller la consulter sur notre site internet agenda2030.fr. Et au-delà de la dimension transversale qui a été liée à ce moment-là à la multiplicité des acteurs qui ont été sollicités pour construire cette feuille de route, ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu cette feuille de route, c'est qu'on voit qu'elle est organisée non pas ODD par ODD, mais elle est organisée en 6 axes qui chacun regroupe tout un paquet d'ODD. Et donc, c'est vraiment 6 axes qui sont extrêmement transversaux. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que ça permet de casser les silos. Pour vous donner un exemple, l'axe 4, qui concerne toutes les actions en rapport avec la santé, parle des politiques de développement des écosystèmes de santé, le secteur hospitalier, etc., mais parle aussi des politiques qui sont menées en matière d'alimentation durable. Voilà. Donc c'est vraiment relié la santé de l'environnement avec la santé des hommes, et c'est un peu dans cette logique-là qu'on a prise pour construire l'ensemble de ces 6 axes de cette feuille de route. Donc c'était le premier message clé, c'était vraiment la transversalité. La transversalité qui est intéressante pour lancer l'action. Donc quand on a construit cette feuille de route et mobilisé les acteurs autour de ces enjeux forts, c'était vraiment ce qu'on a cherché, c'est comment lancer l'action en cassant les silos. Mais cette transversalité, elle est aussi intéressante à regarder quand on évalue l'action. Donc là, c'est un peu un mauvais exemple parce qu'il n'y a qu'un seul indicateur pour chacun des 6 axes. Mais si on mettait plus d'indicateurs pour chacun des 6 axes, je pense qu'on n'aurait plus du tout rien vu dans cette diapositive. Mais voilà, chaque axe regroupe vraiment tout un paquet d'indicateurs qui permettent de regarder en transversalité ce qu'on a fait pour chacun de ces enjeux. Et donc cette année, nous aussi, comme la Belgique, on est allé présenter une revue nationale volontaire au Forum de politique de haut niveau à New York.
Et dans cette revue nationale volontaire, on a présenté à la fois les progrès qu'on avait fait ODD par ODD, donc c'est l'objet de la roue que vous voyez au milieu, et on a présenté l'ensemble des progrès, des efforts qui sont encore à réaliser, grand axe par grand axe. Et c'était intéressant parce que, par exemple, l'axe 1, qui est agir pour une transition juste, on a parlé on a parlé beaucoup d'inégalités, qui est d'ailleurs un des messages clés aussi, il me semble, que dont l'IWEPS parlait tout à l'heure. Donc des inégalités qui sont des inégalités économiques, des inégalités entre les genres, des inégalités en matière d'accès à l'emploi, des inégalités territoriales aussi. Donc voilà, on couvrait un champ assez large quand on a présenté les progrès et les difficultés auxquelles on faisait face. Un autre exemple, l'exemple de l'axe 2, transformer les modèles de société, parle beaucoup du développement durable de l'environnement, et c'est là que ça met en lien aussi plusieurs ODD. On ne peut pas penser les écosystèmes maritimes sans penser les écosystèmes terrestres, le changement climatique, la consommation durable. Donc c'est vraiment, voilà, c'était intéressant d'aborder un petit peu cette revue nationale volontaire grand axe par grand axe, parce que ça permettait de mettre en cohérence tout un ensemble de politiques publiques qui autrement sont un peu silotées de temps en temps. Le deuxième message clé sur la manière dont la France participe à la réalisation des objectifs du développement durable, c'est la mise en réseau d'acteurs. Donc la mise en réseau d'acteurs au niveau de l'État central, on a au sein de chaque ministère un haut fonctionnaire au développement durable qui a en charge le suivi d'un certain nombre d'ODD qui sont en rapport avec les politiques publiques qui sont promulguées par son ministère. Et on a une animation interministérielle de cette communauté qui est portée par le délégué interministériel au développement durable. Et d'ailleurs, on a un engagement assez fort du gouvernement français, puisque c'est la secrétaire d'État qui est allée présenter la revue nationale volontaire au Forum politique de haut niveau à New York. Mais ce qui est intéressant dans l'agenda 2030, je trouve, pour avoir un peu suivi, je ne sais pas si vous suivez un petit peu tout ce qui se passe au sein des autres processus des Nations Unies, dans les conventions climat, conventions biodiversité, généralement, ce sont les gouvernements qui sont membres et qui signent les déclarations. Et du coup, ça met énormément le poids de la réalisation des objectifs sur les États, alors que l'agenda 2030, il a vraiment vocation à engager non seulement l'État, mais aussi l'ensemble des autres acteurs, les associations, les ONG, les entreprises privées. Comme le disait Anne-Catherine tout à l'heure, ce qui est intéressant dans l'agenda 2030, c'est qu'il est transposable à une multiplicité d'échelles et à une multiplicité d'acteurs qui peuvent s'en saisir pour faire leur propre stratégie de développement durable. Donc c'est vraiment, on a vraiment à cœur d'interagir très fortement avec cette communauté dans mon département, à soutenir cette communauté. Donc on a tenu notre réunion de rentrée le 7 septembre avec cette communauté. On les soutient sous forme d'un certain nombre de subventions. Donc c'est une communauté réduite d'à peu près 100 membres qui sont vraiment actifs, qui regroupent, vous le voyez sur le graphique ici, en majorité des ONG et des associations, mais aussi des institutionnels, les fameux hauts fonctionnaires au développement durable, des entreprises privées et beaucoup de collectivités locales aussi, et également des acteurs de la recherche et de l'enseignement. Donc on essaye donc c'est des acteurs qui participent à la mise en œuvre des objectifs du développement durable, à la construction de beaucoup d'outils qui viennent appuyer toutes les personnes qui veulent se saisir de ce cadre de l'agenda 2030 pour faire leur stratégie de développement durable. Et on a une communauté élargie d'acteurs, puisque donc, on a un site internet et une newsletter qui nous permet de toucher plusieurs milliers d'acteurs et de partager les bonnes pratiques au sein de cette communauté élargie d'acteurs. Donc c'est une communauté avec laquelle on échange régulièrement et cette communauté a participé très activement avec nous à la rédaction de la revue nationale volontaire qui détaille non seulement les politiques publiques mais aussi les actions de la société civile et puis qui prend acte des recommandations de ces acteurs de la société civile pour l'amélioration des programmes de la France menés en faveur de la réalisation des ODD.
Donc on interagit avec cette communauté d'acteurs et on interagit de manière un petit peu plus rapprochée avec les établissements et entreprises publiques. On anime au sein de mon département ce qu'on appelle le club développement durable des établissements et entreprises publiques. C'est un club absolument merveilleux puisqu'il regroupe vraiment énormément d'acteurs différents, des acteurs de la culture, des acteurs de l'enseignement et de la recherche, des acteurs du secteur hospitalier. D'ailleurs, le CHU de Niort, ici présent aujourd'hui, fait partie du club. Et ça permet non seulement d'échanger en transversalité, c'est assez intéressant comme des acteurs de la culture regardent ce qui se passe dans d'autres secteurs et se disent que ça peut leur servir également, puisqu'il y a des thématiques qui sont très transversales. Et après, comme il y a beaucoup d'acteurs qui se groupent au sein de chaque secteur, chacun peut aussi creuser les bonnes pratiques qui sont très spécifiques à leur métier. Par exemple, les gaz anesthésiants qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, les dispositifs médicaux à usage unique qui posent énormément de questions en matière d'utilisation des ressources. Ben voilà, c'est des questions quand même très spécifiques au secteur de la santé et ils peuvent créer des communautés de pratiques au sein de ce club qui permettent d'échanger en plus. Donc on a à peu près 150 membres qui font partie de ce club et ça donne, on a vraiment des personnes qui sont moteurs et qui créent des nouvelles solutions pour tout un tas de secteurs qu'on essaye d'irriguer l'ensemble de notre communauté avec ces bonnes pratiques qui sont créées au sein des établissements publics avec lesquels on travaille de manière rapprochée. Alors dans tout ça, donc les établissements publics, les acteurs de la société civile, les entreprises évidemment, mais aussi un acteur très important, c'est les collectivités territoriales. C'est pas une mince affaire en France parce qu'on a 36 000 communes. Je crois qu'on est le pays européen avec le plus grand nombre de communes. Donc évidemment, elles se regroupent en communautés de communes, en intercommunalité. Elles font beaucoup de choses ensemble, mais voilà, c'est pas rien de les embarquer dans ce sujet de la transition écologique. Et elles peuvent s'en saisir de plusieurs manières. En fait, on a le dispositif service public éco-responsable, qui est une circulaire qui ne s'applique pas aux collectivités territoriales de manière obligatoire, mais elles peuvent rejoindre le dispositif de manière volontaire, qui détaille des objectifs, des cibles sur la mobilité durable, les bâtiments responsables, l'achat durable. Et ça détaille pas seulement des cibles, mais aussi des manières de faire, des bonnes pratiques, des outils d'accompagnement, des orientations vers des guides, vers des guichets de financement, etc. Donc ça, c'est un peu structuré. C'est une bonne manière en fait de décliner l'agenda 2030 en un cadre qui s'applique vraiment aux acteurs de l'État. On a aussi une obligation pour les communes de plus de 50 000 habitants de faire des rapports de développement durable, donc qui leur permettent de rendre compte de leurs progrès réalisés en la matière. Et on a, on parlait toujours du bâton et de la carotte, on a aussi des contrats de transition écologique. À date, il y a à peu près 850 contrats qui ont été signés qui permettent d'accompagner aussi les collectivités territoriales en la matière. Et elle est vraiment intéressante, cette échelle, puisque l'agenda 2030, il permet de rassembler toute une communauté d'acteurs autour de thématiques vraiment très concrètes à l'échelle locale. Et je trouve que ça s'incarne vraiment particulièrement bien quand on travaille à l'échelle d'une commune, d'une communauté de communes ou d'une intercommunalité. C'est vraiment, au sein des territoires, l'approche des ODD est vraiment tout à fait intéressante. Alors, on a énormément d'outils qui existent pour accompagner ces communes et ces collectivités territoriales. On a l'association Comité 21 qui organise régulièrement un tour de France des objectifs du développement durable, voilà, qui va aller voir au niveau local qu'est-ce qui a été développé, comment est-ce que certaines collectivités territoriales ont mis en œuvre l'agenda 2030 pour après aller repérer quelles ont été les bonnes pratiques, quels ont été les freins aussi rencontrés et aller diffuser un petit peu cette information à l'ensemble des collectivités territoriales. On a des outils assez concrets aussi, notamment la boîte à outils des ODD que vous pourrez retrouver sur notre site internet, qui a vraiment été donc développée par les collectivités et pour les collectivités en partenariat avec le ministère. Et puis, si on creuse un peu plus, on a des outils locaux aussi qui ont été développés pour vraiment répondre de manière un peu plus spécifique aux contraintes ou aux opportunités rencontrées par certaines collectivités locales, comme La Réunion, la Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi les revues locales volontaires qui ont été développées par certaines de nos collectivités territoriales qui sont aussi intéressantes à regarder. Voilà pour ce qui se passe au niveau des collectivités territoriales qui sont vraiment très actives en la matière.
Et évidemment, ces outils-là, donc l'échelon des collectivités territoriales, il est intéressant à regarder, mais l'agenda du 2030 s'adresse vraiment à une multiplicité d'acteurs au-delà de cette échelle très locale. Elle peut s'adresser à des entreprises privées, elle peut s'adresser aussi à des écoles. Et donc ça, c'est des ressources que vous pourrez retrouver sur notre site aussi. Il y a des ressources qui sont plutôt des ressources qui s'adressent à un public peut-être non averti, pour essayer de les mettre dans le jeu, de leur faire comprendre l'intérêt des ODD, qu'est-ce qu'on veut dire par développement durable, commencer à appréhender les 17 objectifs et les 169 cibles qui, quand on l'aborde un peu trop brutalement, peut faire un petit peu peur. Et donc on a des MOOC, donc, qui sont des supports un peu plus sérieux, mais on a aussi des choses qui sont beaucoup plus ludiques avec des jeux. On a des infographies, avec notamment la rosace interactive des objectifs du développement durable, qui est aussi un outil intéressant pour présenter un peu plus dans le détail l'ensemble des indicateurs et comment on évalue les progrès réalisés sur chacun des indicateurs. Et on a aussi des outils qui, plus spécifiquement, s'adressent à des acteurs qui veulent lancer une démarche en rapport avec l'agenda 2030 ou piloter le suivi et la mise en œuvre d'une démarche en rapport avec l'agenda 2030. Donc on a la méthode et vous trouverez aussi d'autres normes au site internet qui permettent de faire par exemple le RFSC ou la grille d'analyse de la contribution d'une organisation aux ODD que vous trouverez sur le site de l'AFNOR. Sont des outils intéressants parce qu'ils permettent de faire une auto-évaluation, de sélectionner des indicateurs en rapport avec son activité, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui existent sur la table. On essaye de recenser et de suivre un peu ce qui existe au niveau de la communauté française. On est intéressé évidemment à diffuser aussi les outils de nos amis internationaux, notamment dans notre newsletter Odyssée. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées d'échange des bonnes pratiques. Nous, on sera ravis de continuer à échanger les bonnes pratiques en la matière. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Hélène Schwab. Et vous ne restez pas très loin. Si on a encore des questions à vous poser tout à l'heure, on pourra le faire. Alors, certains d'entre vous prennent peut-être des photos, des slides. On voulait préciser qu'elles vous seront proposées à l'issue de cette journée. Je pense qu'on vous les enverra par mail et que vous pourrez aussi les consulter sur le site de la Direction du développement durable. Voilà, comme ça, vous fatiguez pas trop, encombrez vos téléphones, on vous enverra tout ça. On va rentrer à présent dans le concret avec les coachings et je vais inviter tout de suite à me rejoindre Marie Bourgeois qui est collaboratrice à la Direction du développement durable au SPOE. Alors Marie, eh bien, vous allez nous parler un petit peu de l'accompagnement justement qui est proposé, faire le bilan de ce qui a déjà eu lieu et parler de l'appel à candidature qui a lieu en ce moment. Je vais essayer de rester avec vous encore un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous revoir, vous rencontrer aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui d'un dispositif carotte qu'on évoque depuis ce matin. Alors, bon nombre d'entre vous savent déjà ce qu'il recouvre, mais quand même, bon, on va commencer par le début. C'est-à-dire que je vais vous en brosser un petit peu le portrait. Ensuite, j'apporterai quelques éléments de bilan de ce dispositif d'accompagnement et on terminera par une vidéo de témoignage. Alors, pour la petite histoire, en fait, ce dispositif d'accompagnement, au départ, c'était quelque chose d'assez informel. Donc, certains d'entre vous sont en fait venus nous trouver à la Direction du développement durable pour nous demander de venir les accompagner in situ. Ce qu'on a fait avec plaisir quelquefois, mais on s'est dit très vite que si on voulait donner de l'ampleur, vraiment passer à une autre échelle, il nous fallait un dispositif. Donc de quoi s'agit-il ? On souhaite vraiment vous accompagner dans le fait de structurer votre démarche stratégique en termes de développement durable, je pense que vous l'avez compris, en mettant à votre disposition gratuitement un ou une coach qui va vous accompagner pendant une petite année au travers de 5 séances participatives. Je n'en dis pas plus parce qu'en fait, le détail de ces séances sera abordé dans l'intervention juste après la mienne. Par contre, je souhaite vraiment insister sur le fait que le livrable en fait, de toute cette démarche, c'est ce qu'on a appelé une feuille de route objectif de développement durable
qui comporte essentiellement 2 parties. D'abord, un diagnostic en fait de comment votre organisation se situe et donc impacte chacun des 17 ODD. Et puis, ce que vous allez en faire, donc votre plan d'action pour les prochaines années. Alors, ça, c'est dans les grandes lignes. Maintenant, je voudrais insister vraiment sur 2 points qui me tiennent à cœur. Madame Schwab a parlé de communauté de pratique, là, tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qu'on a vraiment envie d'insuffler. Et donc, ce dispositif d'accompagnement in situ dans vos organisations, c'est une chose, mais on souhaite aussi que vous échangiez entre vous. Et donc, on le fait d'une part avec les coachs, donc on a à peu près 5 séances par an de séances en fait, méthodologiques, d'échanges entre coachs. Et puis on le propose aussi lors de Midi du développement durable, donc en ligne pendant 1 heure, où à tour de rôle, les organisations accompagnées ont l'occasion de dire où elles en sont, partager en toute liberté les questions qu'elles se posent et échanger avec les autres organisations en cours d'accompagnement ou qui l'ont déjà fait dans les éditions précédentes. Deuxième élément sur lequel je souhaite insister, donc ici c'est un extrait en fait du règlement que vous trouverez en ligne, règlement de la 4e édition, puisque on a lancé la première édition en fait en 2020 et donc c'est une édition qui a été annuelle jusqu'à présent. Donc vous bénéficiez, si vous êtes lauréat, d'un accompagnement, mais vous vous engagez aussi à un certain nombre de choses. On les a synthétisées en 10 points dans le règlement. Je ne vais pas tous les parcourir maintenant, mais j'attire votre attention sur le premier point. Et d'autres orateurs ce matin ont déjà insisté sur l'importance vraiment que la direction en fait soit motrice et vraiment impliquée dans le processus. Parce que les coachs vont vous amener à réfléchir pas seulement sur votre fonctionnement interne, sur les économies d'énergie peut-être, etc., des choses importantes, mais aussi sur votre métier, sur les missions que vous exercez au quotidien. Et donc, si la direction n'a pas pris conscience que c'était un exercice stratégique, ça va poser problème à un moment donné. Donc, j'insiste là-dessus. Parce qu'évidemment, on a tous envie qu'on y arrive, mais quand il s'agit déjà soi-même de faire des changements, c'est compliqué. Alors quand il s'agit d'embarquer toute une organisation, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que cet appui extérieur avec un ou une coach, ça peut aider à certains moments pour aller de l'avant. Alors, sur le site portail de la Wallonie, en termes de développement durable, vous retrouverez cette carte où chaque symbole, en fait, illustre une des organisations qui a déjà bénéficié de l'accompagnement ou qui est en cours, pour ce qui est de la 3e édition. Vous voyez donc la diversité des publics qui sont éligibles à cet appel. Il y a des entreprises, des hôpitaux qui sont bien représentés aussi aujourd'hui, des organismes d'intérêt public divers, des pouvoirs locaux et le secteur culturel, associatif, de la jeunesse aussi. Si vous cliquez en fait sur un de ces symboles, vous allez voir apparaître une fenêtre comme celle-ci qui vous permet en fait d'accéder à la feuille de route, donc au livrable pour les organisations qui sont déjà en bout de parcours. Ça vous permet de voir en un clin d'œil aussi sur quels ODD cette organisation a décidé de mettre l'accent pour les prochaines années. Donc l'idée, c'est vraiment de vous inciter à voir s'il y a des affinités, soit territoriales, tiens, mon voisin, il fait ça, ou alors par secteur ou par type d'entreprise ou d'organisation au sens large. Et donc, pour accompagner donc on est à une centaine d'organisations maintenant qui ont été accompagnées, 96 pour être précis. On s'appuie sur un pool de coachs. Et donc, jusqu'à présent, donc, au travers des différentes éditions de l'appel, on a travaillé avec ces 9 organismes-là. Alors, quelques mots de bilan. Et là, je vais vous pointer les choses en 3 dias avec quelques graphiques. D'abord, quelle est la satisfaction, votre satisfaction en fait, ça nous intéresse quand même, de savoir ce que vous en pensez. Donc on a interrogé les organisations qui ont terminé le processus, 1e et 2e édition. Vous voyez que
En termes de temps, les chiffres sont... La satisfaction est un peu plus basse, c'est-à-dire qu'on est à près de 7 sur 10 de satisfaction, parce que, voilà, je ne veux pas minimiser la chose, mais donc le coach ou la coach ne va pas faire à votre place. Donc, il ou elle est là pour vous faire passer à travers un processus, vous poser des questions pertinentes et impertinentes, mais à un moment donné, c'est quand même à vous de faire le travail de rédiger cette feuille de route, par exemple. Et donc, ça prend du temps. Voilà, j'insiste sur ce point. Et donc, il faut en être conscient quand on postule à l'appel. Et voilà, les deux autres critères, c'était par rapport au bon déroulement du coaching en tant que tel. On est à plus ou moins 8 sur 10 pour la deuxième édition. Et la profitabilité. Alors là, on avait des sous-indicateurs pour définir c'est quoi la profitabilité en fait de ce processus. Est-ce que ça a permis des apprentissages en interne? C'est la première chose. Est-ce que ça nous a permis de structurer notre démarche de développement durable? Parce que oui, on fait déjà tous des choses, mais est-ce que c'était les plus prioritaires? Est-ce que vraiment, on a structuré? Est-ce que ça a augmenté l'ambition aussi? Est-ce qu'on s'est fixé des indicateurs? Et est-ce qu'on a bien mobilisé les parties prenantes internes, mais aussi externes? Et en mettant les choses dans cet ordre-là, vous avez vu, ça fait ASAP, as soon as possible. Voilà, c'est urgent de s'y mettre. Deuxième graphique. Est-ce que ces feuilles de route aboutissent? Enfin, je veux dire, est-ce que tout le monde arrive au bout? Alors d'abord, on a quand même 1, 2, voire 3 abandons par édition. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quasiment chaque fois, lors du premier contact entre le ou la coach et l'organisation là, visée, que certains se rendent compte en fait de ce que ça va leur demander et voilà, ils se rétractent en fait au tout début, avant même de vraiment commencer. Donc j'insiste aussi là-dessus, ne vous portez candidat que si vraiment vous souhaitez aller de l'avant et mettre les ressources à disposition pour le faire. Deuxième chose qu'on peut souligner ici avec ces graphiques, la troisième édition, évidemment, c'est en cours, c'est normal, ils sont encore en plein accompagnement, donc il n'y a pas de feuille de route. Mais quand même, on a encore 8 feuilles de route qui ne sont pas en ligne. Alors, la plupart des raisons qui sont avancées par ces organisations-là, c'est que très prochainement, le plan stratégique de l'entreprise ou de l'organisation va être mis à jour. Et donc, ils n'ont pas envie, quelque part, d'avoir une double communication, ce genre de choses-là. Alors, d'une part, on applaudit des deux mains quand l'organisation a bien compris qu'on ne veut pas une feuille de route qui plane quelque part sur le côté de votre organigramme et qui n'est pas intégrée à votre stratégie d'entreprise ou d'organisation. Donc ça, c'est super. Mais on insiste quand même sur ce livrable parce que ça permet à tout un chacun, en fait, de prendre connaissance de manière plus directe, mais voilà, quelle est votre approche du développement durable et bien sûr, ça se reflète et ça se pilote au quotidien dans un document, un plan stratégique d'entreprise, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Troisième graphique, quels sont les engagements qui sont pris par ces organisations qui ont défini leur plan d'action? Et là, vous voyez un petit peu la répartition du nombre d'actions par ODD. Ça fait 44 en moyenne, en gros, par organisation. Après, ça nous permet de discuter avec les coachs, normalement, de pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'actions sur les inégalités de genre. Tiens, la prochaine fois, on posera peut-être plus de questions pour inciter aussi à en avoir davantage. Voilà, ça permet une petite analyse en ce sens. Alors, avant de passer la vidéo avec les témoignages, je souhaiterais faire un petit sondage à main levée. Je serais très curieuse de savoir s'il y en a parmi vous ici qui pensent que peut-être leur organisation serait intéressée de postuler à la 4e édition. Et je vous invite à lever la main pour avoir une idée. OK. Voilà, bienvenue parmi nous. Et puis, deuxième question. Deuxième question.
Qui parmi vous a déjà bénéficié de cet accompagnement ou est-ce que l'accompagnement est déjà en cours dans votre organisation? Là aussi, je vous invite à lever la main. Alors, mémorisez bien qui lève la main, parce que c'est les personnes à aller trouver à la pause et à aller questionner. Parce que voilà, vous êtes nos ambassadeurs ODD en réalité. Donc, on compte vraiment sur vous et certains d'entre vous interviennent dans la vidéo qui va suivre. Un tout grand merci à vous, en tout cas, pour votre participation dans les ateliers, notamment aussi. Voilà, moi je vais en rester là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite vraiment bonne continuation à votre disposition. Vous êtes une entreprise, un hôpital, une commune ou une association. Vous voulez que la stratégie de votre organisation contribue aux objectifs de développement durable. Sachez que la Wallonie met à votre disposition des coachs pour vous aider. C'est un soutien prévu dans la stratégie wallonne de développement durable. Au MAX et au Musée des Arts Contemporains, on a décidé, nous, de penser des objectifs du développement durable pour l'ensemble des 17 ODD. Il y a bien sûr ceux qui vont de soi pour un musée, qui sont liés à la lutte contre les inégalités, à la cohésion sociale, à la lutte contre la pauvreté, par exemple, à travers la culture, l'accès à la culture. Mais l'accompagnement, il nous a véritablement aidé à penser les 17 ODD au-delà de ce qui était une évidence a priori pour un lieu culturel et qui est plutôt lié à la démocratisation de la culture, à l'accès à la culture. On a pu, grâce à l'accompagnement, poser des objectifs qui sont liés par exemple à un meilleur fonctionnement d'une institution publique, avec l'idée de publier le rapport d'activité sur notre site internet, de le rendre accessible à tout le monde, de penser comment est-ce qu'on peut offrir à côté du restaurant plutôt typé gastronomique ici au Grand Dornu, une offre de catering qui soit plus accessible pour les familles, aussi de proposer au menu du restaurant des produits qui soient uniquement issus d'une pêche durable, mais aussi à penser plus loin des questions liées à la rénovation énergétique. Par exemple, ici on est dans un site qui est classé l'UNESCO, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mettre des panneaux solaires, ce n'est pas possible. Mais par contre, il y a des possibilités en termes de géothermie dans la région qui sont tout à fait intéressantes et qui pourraient être exploitées. C'est vrai que les ODD à la base sont peut-être un peu assez éloignés de la vie quotidienne d'un pouvoir local. Ici, quand on a participé à l'appel à projet, l'idée c'était de faire des ODD un peu une coupole, un chapeau, quelque chose qui chapeaute toutes les actions et les missions que les agents ici peuvent faire et qui ne voient pas ça en plus comme un plan supplémentaire, mais qu'ils traitent ça en lien avec le PST et qui voient ça comme quelque chose à laquelle on se réfère systématiquement. Cet accompagnement a permis de faire avancer la commune dans le réflexe que les agents vont avoir à systématiser la référence aux ODD dans leurs actions au quotidien. Et pour ce faire, on a fait suivre une petite formation à tous les chefs de service via la formation CAP 2030. Et c'est une formation ludique et qui permet d'appréhender les ODD, de se situer par rapport à eux et de situer les actions aussi. Et donc ça permet aux agents systématiquement de se référer aux ODD quand ils entament une action. Donc nous sommes liés au gouvernement wallon par contrat de gestion dans lequel il y a des objectifs de développement durable à respecter. Et donc l'accompagnement nous a permis de voir si les objectifs initiaux correspondent bien à notre activité d'aujourd'hui et d'amplifier notre action dans l'application des objectifs de développement durable. Nous sommes engagés à respecter 9 objectifs de développement durable plus généraux et 3 en plus spécifiques à notre activité. L'énergie propre et d'un coût abordable, la consommation et la production responsable et les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Et le coaching nous a permis de revoir cela et d'amplifier l'action. Nous allons aussi évidemment suivre la suite du programme, c'est traiter avec les parties prenantes, ce qui n'avait pas encore été fait. Donc on va pouvoir beaucoup mieux vivre les objectifs de développement durable et leur application dans la société. Alors je dirais que l'accompagnement apporté par la région wallonne nous a d'abord amené une vision beaucoup plus large
de la durabilité. On était focalisé sur les objectifs qui concernaient le plus le P de planète, comme la biodiversité, le climat. Et la consultation des parties prenantes nous a vraiment mis en lumière d'autres objectifs, et notamment ceux plus pour le P de People, le rayonnement, la communication. Ce que l'accompagnement nous a apporté également, c'est de nous structurer, d'amener une dynamique beaucoup plus rigoureuse, avec une approche systématique d'un objectif chiffré, un monitoring et ensuite des actions concrètes. Je prends l'exemple de la biodiversité. Nous n'avions pas d'objectif chiffré, donc on s'est fixé 3% d'augmentation de la richesse spécifique annuelle pour la biodiversité. Il en est de même par exemple pour la récolte des eaux de pluie, puisque maintenant on récupère 600 mètres cubes des eaux de toiture chaque année. Un autre point de vue également important pour nous, c'est qu'on intègre systématiquement dans le pilotage stratégique les objectifs de développement durable. Ça nous a vraiment permis de nous professionnaliser, mais aussi d'être beaucoup plus ambitieux. Ce qu'on pourrait conseiller, c'est de prendre soin d'organiser la consultation des parties prenantes, internes et externes, et d'avoir un panel très vaste dans ces parties. Nous, ça nous a permis vraiment d'avoir un état des lieux exhaustif des impacts. Un deuxième peut-être conseil, ce serait de respecter le timing qui est proposé par l'accompagnement. Ça permet vraiment d'intégrer certaines étapes et également d'intégrer l'ensemble de l'équipe de l'entreprise. L'accompagnement des objectifs de développement durable est venu vraiment au très bon moment par rapport à ce qui se mettait en place dans ce qui était le groupe Jolimont à l'époque et le RAM maintenant, parce qu'il y a une démarche conjointe qui était née du conseil d'administration et du comité de direction qui visait à créer un comité de durabilité composé à la fois d'administrateurs et de membres de la direction et de faire justement un travail d'inventaire de la situation, d'où on en était, de ce qui pouvait être fait. Et dans ce contexte-là, ce qui était proposé par le service public de Wallonie était vraiment une démarche qui arrivait à point nommé parce qu'on ne l'avait pas encore faite et parce qu'on démarrait justement des initiatives. Et ça nous a permis également d'être accompagnés dans la consultation la plus large possible des parties prenantes. Et on se rend compte que c'est un sujet qui mobilise beaucoup aujourd'hui, mobilise beaucoup dans les différents corps de métier de l'hôpital et mobilise aussi du côté des patients. Donc une des actions emblématiques de la démarche a été la création d'un Durability Award qui est un concours donc, adressé à l'ensemble des équipes et les équipes qui vont se voir octroyer cet award vont recevoir un budget permettant de mettre en place le micro-projet ou la micro-idée qu'ils proposent et qui aura été retenue. Près d'une centaine d'organisations ont déjà bénéficié du dispositif. Ça vous a convaincu? Alors n'hésitez plus. Un appel à candidats est ouvert jusqu'au 15 octobre 2023. Merci à ceux qui sont parmi nous pour leur témoignage. Merci Marie Bourgeois qui sera aussi disponible pour quelques questions dans quelques minutes. Alors la dernière étape de notre matinée, pour cette étape, on va entrer encore plus dans le concret avec des coachs qui vont nous expliquer comment établir une feuille de route ODD en 5 étapes. 5 étapes égale 5 coachs. Je vais appeler Stéphanie Zangel, qui est consultante senior chez Envie Consult, Isaline Desclés, qui est consultante accompagnatrice chez Winch Project, Julien Coppens, Sustainability Coach chez Sustenuto, Marie-Valentine Maquet, responsable de projet chez Espace Environnement, et Valérie Lizen de Smart to Circle. Et je vous invite peut-être à, je ne sais pas si vous voulez vous asseoir ou rester debout. Vous restez debout? Vous restez debout, ok. Un peu de dynamisme. On va commencer donc avec Stéphanie Zangel qui aborde la première étape qui est la sensibilisation. Et je tiens quand même à préciser qu'ils vont chacun expliquer une des étapes, mais évidemment, dans le concret, chaque coach accompagne l'ensemble des étapes, bien évidemment. Voilà, Stéphanie, c'est à vous. Merci.
Tout à fait. Donc j'ai le plaisir de présenter la première étape de l'accompagnement qu'on organise avec vous, qui est une étape dédiée à la sensibilisation, un peu comme l'événement aujourd'hui vous permet déjà de prendre connaissance notamment des 17 ODD, mais aussi du cadre institutionnel auquel il se raccroche. Et nous, quand on vient chez vous en organisation, tout le monde n'est pas venu ici aujourd'hui au colloque, et en fonction du degré de maturité de votre organisation, mais aussi des personnes qui sont présentes au sein du groupe de travail, on va retravailler un petit peu les bases du développement durable. On va voir avec vous quelle est la compréhension de cette notion qui est quand même un petit peu complexe comme ça, de prime abord. On va sortir, on l'a entendu dans les témoignages, de ce lien qui est assez répandu, développement durable, environnement, parfois encore plus raccourci, développement durable, énergie. Donc on va retravailler cette notion un petit peu avec vous en tout de suite créant des liens avec vos métiers, vos activités et vos ressentis personnels. On va faire ça en apportant un petit peu de structure et en soulignant l'aspect, on en a déjà beaucoup parlé ici cette matinée, l'aspect systémique et transversal du cadre qu'on amène, qui sont les 17 objectifs de développement durable. Donc on va un petit peu structurer cette notion pour la rendre plus opérationnelle pour vous et la relier à vos expériences d'activité et métiers. On va introduire les différents piliers du développement durable et on va pouvoir aussi structurer les 17 objectifs en fonction de ces piliers qui sont, c'est des notions qui ont été déjà citées ce matin, les 3 ou 5 P pour faire référence aux personnes, à la société, aux activités économiques, à la planète, le socle. Ici, dans cette image-ci, c'est une structuration en strates avec un socle et des strates qui s'organisent au-dessus. Donc on va vraiment déjà prendre les objectifs de développement durable en main un par un. On a entendu dans les témoignages que certains objectifs peuvent être nouveaux, notamment l'objectif 10, qui est un peu un enfant pauvre dans les 17 ODD. Et on va essayer de vous motiver, même si vous avez répondu à l'appel à projet que intrinsèquement ça présuppose une motivation, on va un petit peu vous expliquer quels peuvent être vraiment les bénéfices de cette démarche et quel est finalement aussi l'objectif qu'on vise avec l'accompagnement. On va un petit peu parler des défis de la société, de nos sociétés, mais aussi de vos défis. Et on va essayer de détricoter de quelle manière vous pouvez anticiper l'adaptation nécessaire à ces défis avec l'outil ODD qu'on met à votre disposition. Donc logiquement, on essaye de vous sensibiliser à une espèce de mentalité proactive, à essayer de prendre les choses en main, anticiper. L'anticipation est vraiment une notion clé dans notre approche, ce qui doit vous amener à un processus de changement proactif, comme je le disais, afin de ne pas subir ce qui va arriver. Je crois que je vais en rester là et passer la parole à Isaline. Yes. Alors du coup, ça nous amène, je regarde comment ça fonctionne, voilà, à la deuxième étape, qui est l'étape, la deuxième phase, qui est la phase de diagnostic. On en a un petit peu parlé, mais donc d'après ce que vient de vous expliquer Stéphanie, vous comprenez que dans la première phase, on apprend à mieux comprendre ce que c'est que la durabilité, on comprend que les ODD, c'est vraiment tout un système, c'est holistique et c'est une série de thématiques qu'on n'avait pas toujours soupçonnées probablement, mais qui sont intrinsèquement liées. Et probablement qu'à ce stade-là, vous pressentez, je vais avancer, oui voilà, je recule, voilà. À ce stade-là, vous vous dites, ok, vous avez déjà appris pas mal de choses sur les ODD, et vous vous dites, ok, mon organisation, pressentiment, elle est ok sur tel ODD, elle est vraiment pas très forte sur cet ODD-là, et elle est vaguement neutre, ou voire positive sur tel ou tel élément qui sont peut-être même proches de la mission. Et donc à ce stade-ci, c'est de l'ordre du pressentiment, et l'idée de la phase de diagnostic, c'est de vous amener à objectiver ça avec le plus de sincérité possible. Et j'ai envie de rebondir sur un commentaire de Serge tout à l'heure, qui est c'est indispensable de vous diagnostiquer par rapport à votre impact ODD, parce que sans être diagnostiqué, vous ne savez même pas par où commencer pour progresser. Donc c'est vraiment un élément super important de l'accompagnement, c'est ce moment de diagnostic. Et donc, voilà, il y a deux façons d'avancer qui, en fait, sont des approches qui se complètent. La première, c'est de se dire, OK, moi, j'ai des ODD, j'ai mon organisation. Qu'est-ce que les ODD et la définition de la durabilité d'après l'agenda Objectifs de développement durable,
en quoi est-ce que ça a une influence sur la durabilité que je peux apporter à mon organisation. Donc c'est vraiment une réflexion qui vient de l'extérieur, c'est les ODD qui sont finalement l'élément extérieur, qui vous pousse à réfléchir sur les éléments, les enjeux de durabilité qui peuvent concerner votre organisation. C'est ce qu'on appelle l'outside in. Et alors en travaillant de cette façon, vous arrivez à un diagnostic qui ressemble un peu au graphe précédent, on peut le faire plus visuel, etc. Mais l'idée, c'est d'identifier avec, j'ai envie de dire, avec sincérité et avec objectivité, les ODD sur lesquels vous avez beaucoup de boulot, les ODD sur lesquels vous avez une contribution positive et ceux pour lesquels vous avez une contribution probablement négative. Et c'est à ce moment-là aussi que vous entrez en réflexion sur comment moi je commence à neutraliser mes impacts négatifs et améliorer, renforcer tous mes impacts positifs. Et puis un autre aspect, j'avais envie de présenter le panel complet aussi, c'est on peut réfléchir dans l'autre sens. On peut dire, moi, mon organisation, ces ODD, c'est bien, mais ça reste quand même assez extérieur. Moi, j'ai des enjeux dans mon organisation qui sont des enjeux propres, intrinsèques, et que je pourrais relier, en fait, aux ODD. Et c'est une démarche qui est à faire aussi. C'est de se dire, quelles sont mes urgences, mes priorités comme organisation, et comment est-ce que je pourrais les connecter à la question de la durabilité. Et ça vous permet de lister encore une série d'enjeux qui viennent compléter les enjeux précédents et qui vous amènent finalement à une liste d'enjeux qui sont à prioriser, considérer dans toute votre démarche de stratégie ODD en vue de simplement adapter ces impacts. Et donc par rapport à cette priorisation, c'est pour Julien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler plus particulièrement de la consultation des parties prenantes et en fait, ce qui est un élément essentiel dans le cadre de la définition justement et de l'analyse des impacts que votre entreprise peut avoir sur l'environnement et vice-versa, de ce que l'environnement peut avoir comme impact sur vous. Alors, dans la consultation des parties prenantes, la première chose qu'on va faire avec vous, avec la structure accompagnée, c'est de définir qui sont les parties prenantes. Je vous ai repris une petite définition, comme ça vous situez un peu la chose. Donc les parties prenantes, c'est toutes les personnes, individus, groupes qui sont affectés ou pourraient être affectés par vos activités. Donc c'est quelque chose de très large, tout comme le développement durable est quelque chose de très large. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous aider à sélectionner les parties prenantes. Dans le cadre de l'accompagnement Région Wallonne, vous êtes obligé de travailler avec deux groupes. Un groupe interne, donc constitué de personnes qui travaillent dans votre organisation, puis avec un groupe externe, qui sont des personnes extérieures à l'organisation. Alors, je ne vais pas m'étendre très longuement sur la technique, l'accompagnement qui est fait, etc. Moi, ce que je voulais surtout faire, c'est insister sur l'intérêt de cette approche, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur, que ce soit en interne, quand on est dans une administration communale, où certains élus pourraient dire « ouais, mais attendez, on va vraiment demander au personnel son avis », ou que ce soit en externe, pour une entreprise qui produit des produits chimiques et qui s'inquiète de devoir aller interroger une ONG de défense de l'environnement. Alors, la première chose de l'intérêt fondamental de cette approche, je crois qu'elle est liée à la complexité du développement durable en soi. Et j'ai pris cette petite image, je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ, dit-on, mais qui parle d'un sage hindou qui a réuni une série d'enfants, il leur a bandé les yeux, il les a mis autour d'un éléphant, il leur a dit « maintenant observez et dites-moi ce que vous voyez ». Ensuite, il réunit les enfants, et puis les enfants disent « oh, moi je suis sûr que j'ai touché un mur ». Le deuxième enfant vient et puis dit « non, attends ». L'enfant qui était derrière dit « moi j'ai senti, c'était une corde, pourquoi tu me dis que c'était un mur ?» Le troisième enfant qui était devant dit « non, mais attendez, moi j'ai senti un truc long, dur, c'était probablement une lance ». Et les enfants commencent un peu à se disputer là-dessus. La morale de l'histoire, je vous la fais très très courte, mais elle est très intéressante. Il y a plusieurs morales dans l'histoire. La première, c'est que c'est très difficile, quand on observe la réalité, vous voyez les deux petits bonhommes qui regardent la même chose, mais qui ont une vision, parce que leur point de vue est différent, une vision complètement différente de la réalité. Et donc c'est très difficile pour une personne seule de pouvoir définir ce qu'est la réalité et puis entendre que quelqu'un d'autre va voir autre chose. Okay, donc dans cet exercice avec les parties prenantes, il y a d'abord, je crois, la première leçon à tirer, c'est soyons ouverts au regard de l'autre. Et dans l'accompagnement, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de s'ouvrir au regard de l'autre. Okay, ils perçoivent une autre réalité, mais qui est en fait la même. Donc on ne doit peut-être pas en avoir aussi peur que ça. La deuxième chose, qui est peut-être plus pertinente ici dans le cadre du développement durable, qu'il est au moins tout autant, c'est que le développement durable, vous l'avez entendu, et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle il y a tant de personnes aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de complexe à appréhender.
Et donc, il est impossible, humainement parlant, parce que nous sommes faits d'une certaine façon, nous avons une éducation, nous avons un point de vue, et il est impossible pour une personne seule de capter l'entièreté de la complexité du développement durable. C'est pour ça qu'il est très intéressant de réunir toutes ces parties prenantes. Deux autres éléments plus concrets encore dans la gestion de vos structures. Le premier intérêt, c'est par rapport au fait de réunir des parties prenantes internes. Réunir des parties prenantes internes, eh bien, ça veut dire qu'on va réunir un groupe de personnes, membres du personnel, à qui on va demander un avis et qui vont pouvoir contribuer à la définition de la stratégie de l'entreprise. Donc ça s'appelle un processus participatif, mais c'est quelque chose qui va augmenter l'implication et la motivation de vos collaborateurs. Et puis ensuite, par rapport aux externes, je disais, on peut avoir beaucoup de craintes. Moi, personnellement, j'ai accompagné déjà pas mal de structures. Maintenant, c'est la deuxième année. Et l'année dernière, j'accompagnais pas mal de communes. Excusez-moi, j'arrive au bout de mon temps. J'accompagnais pas mal de communes et je ne peux que vous inciter à rentrer dans cette démarche de consultation des parties prenantes externes parce qu'on serait étonné de voir le nombre de bonnes volontés qui se trouvent autour de nous et qui sont prêtes à intervenir et apporter quelque chose à votre réflexion, mais aussi concrètement dans l'action, à collaborer avec vous vers plus de développement durable. Voilà. Je vais céder la parole à ma collègue. Merci. Merci Julien. Ok, voilà. Donc maintenant qu'on a fait le diagnostic, qu'on a consulté les parties prenantes internes et externes, on passe à la séance plutôt de programmation et de rédaction de la feuille de route. Alors pour ça, on va sélectionner une série d'ODD prioritaires. Donc on va pas, en fonction de vos ambitions, vous allez en sélectionner plus ou moins. Et cette sélection va s'opérer sur base des résultats du diagnostic, d'une part, donc notamment en fonction des points qui peuvent être améliorés. Une seconde chose qu'on va prendre en compte, eh bien, ce sont les enjeux et missions qui auront été identifiés lors de la séance 2 et qui font partie du core business de votre organisation. Et enfin, on va tenir compte de l'avis de la consultation des parties prenantes, qui est vraiment nécessaire à la rédaction de la feuille de route. Alors, une fois que cette sélection est faite, nous allons décliner donc, chacun de ces ODD prioritaires en objectifs opérationnels, qu'on va essayer d'être le plus smart possible. Et chacun de ces objectifs opérationnels va être décliné en plan d'action. Alors l'idée, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas que cette feuille de route soit un plan supplémentaire parmi tous ceux qui sont déjà présents au sein de votre organisation, mais c'est bien de raccrocher cette feuille de route à la programmation stratégique qui est déjà en place, que ce soit par un ou plusieurs plans. Mais donc l'idée, c'est bien de faire le lien entre ces différentes actions qui sont déjà planifiées et de faire le lien avec les objectifs de développement durable. Donc l'idée, c'est de nourrir cette feuille de route avec les actions qui sont déjà planifiées et de mettre en cohérence toutes ces actions au regard des objectifs de développement durable. Enfin, dernier point, et qui est quand même assez costaud, on en a déjà parlé, c'est l'identification d'indicateurs qui puissent être chiffrés et mesurables, parce que l'idée, c'est de pouvoir quand même arriver à faire un suivi de ce plan d'action, de voir quelle est la mise en œuvre des actions, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, mais également de pouvoir mesurer l'impact de ces actions au regard des objectifs que l'organisation s'est fixés. Maintenant, il reste encore un gros point à aborder, qui est la communication, et je vais laisser ma collègue Valérie vous en parler. Bonjour. La communication, c'est le deuxième point qui fait peur à tout le monde, généralement encore plus en entreprise. Pourquoi ? Parce que avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, le greenwashing, des personnes qui n'ont peut-être pas eu des standards très élevés en matière de marketing et de communication, on se retrouve avec des publics qui sont très dubitatifs et très méfiants. Il y a plusieurs études qui sont sorties. Celle-ci a été réalisée en Belgique. Vous êtes sur moins de 10% de la population belge qui pense que les entreprises disent la vérité quand elles parlent de démarches de développement durable. Et si vous regardez d'autres études au niveau européen, on est sur les mêmes bons résultats. Donc en fait, avant même que vous ayez ouvert la bouche, les gens ne vous croient pas. Donc c'est un peu délicat, ça fait peur. Ça a donné quelque chose qui est assez nouveau qu'on appelle le green hushing, en opposition avec le greenwashing. C'est des organisations, des entreprises qui ne communiquent pas. Elles font, mais pas question de communiquer, elles ont trop peur d'être accusées de greenwashing, ou alors elles attendent de devenir irréprochables pour pouvoir se lancer dans la communication. Alors grosse coupe,
vous n'allez jamais être irréprochable, personne n'est parfait, donc c'est une chimère, vous n'allez jamais commencer à communiquer. Alors, ça fait peur, mais pourtant la communication, c'est super important, autant en interne qu'en externe. En interne, les gens, vous les avez consultés, on a fait un coaching, ils ont besoin de voir que ça avance, ils ont besoin de voir qu'il y a un suivi. Sinon, c'est naturel, ils vont être démotivés, etc. Ça devient de plus en plus important pour vos collaborateurs. Donc, du coup, ils ont besoin de voir que ça avance. En externe, c'est des questions d'image de marque, mais c'est aussi super important pour le rayonnement. Dans l'intervention de Belgarena, on en avait parlé. Il faut que ça reste un sujet d'actualité. Il faut voir des bons exemples. Il faut voir que le voisin fait quelque chose. Ça va pousser à l'action de plus en plus d'organisations. Donc, c'est important, mais ça fait peur. Alors, concrètement, il y a juste quelques principes qu'il faut connaître et maîtriser pour pouvoir éviter les sorties de route. Le premier, c'est la transparence. À partir du moment où vous êtes transparent, vraiment, c'est un bouclier pour empêcher les attaques parce que vous êtes transparent. Alors, un autre concept qui est bien de maîtriser, c'est les 7 péchés du greenwashing. Si vous apprenez à connaître le greenwashing, à voir les formes que ça peut prendre, vous allez avoir plus facile, évidemment, à l'éviter vous-même. Il faut savoir aujourd'hui que le greenwashing vraiment intentionnel, où les gens vous mentent éhontément, c'est quand même une minorité. La plupart des gens font du greenwashing sans le faire exprès. C'est du greenwashing non intentionnel. Ils sont de bonne volonté, mais à côté de la plaque. Donc voilà, maîtriser quelques notions, ça aide à éviter les sorties de route. Et alors, plutôt qu'éviter le greenwashing, il faut essayer d'intégrer des bonnes pratiques de communication et de reporting. Pour ça, il y a une norme qui fait référence en la matière, c'est le Global Reporting Initiative, GRI. C'est un truc inventé pour les entreprises, mais ça marche pour tout en matière de communication de développement durable. Vous avez 8 principes, je ne vais pas vous les expliquer, on n'a pas le temps, mais par exemple, si vous prenez le principe de l'équilibre, ça veut dire que vous devez parler à la fois du positif et du négatif. Vos succès, vos progrès, mais aussi là où vous avez été moins bon, là où vous êtes en retard. Et pourquoi ? De nouveau, transparence. L'autre principe de l'équilibre, c'est de dire que vous devez être en équilibre par rapport à votre communication et votre action. Si vous êtes une entreprise qui est très polluante, qui a un gros impact sur l'environnement, dire que vous êtes en route pour sauver la planète parce que vous avez remplacé les pailles à la cantine en plastique par des pailles en pâte, vous comprenez bien qu'à un moment donné, ça va tomber à plat. Donc le principe de l'équilibre, positif et négatif, et proportionnalité. Et une fois qu'on maîtrise ces principes-là, a priori, on ne peut plus vous attaquer et vous pouvez communiquer et contribuer à un imaginaire collectif vraiment positif. Donc voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Ne vous rasseyez pas trop vite. Ou alors là, je vais vous proposer de vous asseoir tous les 5 sur la scène, puisque l'heure est aux questions. Questions que vous pouvez poser au coach, mais évidemment aussi à Marie-Hélène Schwaub et à Marie Bourgeois. On a un quart d'heure pour répondre à vos questions, et donc 1000 excuses par avance à ceux qui ne pourront pas poser la leur. Qui a une question à poser à nos intervenants? Ah, formidable. Je vais prendre un micro. Ok, si tu veux, j'y vais. Bonjour. Bonjour. Lily Brodbeck, je coordonne le programme Event Change pour l'accompagnement dans le domaine culturel et événementiel. Et j'ai une question, je trouve que c'est vraiment très intéressant tout ce que vous avez mis en place et les différentes étapes. On travaille également sur un principe un peu similaire. La question, c'est comment vous faites ensuite pour, une fois que la feuille de route est écrite, pour le suivi, parce qu'on sait que c'est une démarche sur le moyen, le long terme, et qu'on peut écrire tout ce qu'on veut comme objectif et bonne volonté. Ensuite, il faut vraiment pouvoir évaluer, et c'est le propre de toutes les chartes d'engagement, de toutes ces ou après comment on peut avoir vraiment un impact et savoir ce qui a été réellement fait et continuer à les accompagner. Merci. Qui veut répondre? Julien, allez-y. Je vous invite à suivre l'atelier 7 que j'anime cet après-midi avec Valentine. C'est vrai? Mais dans lequel j'aurai pas le temps, mais je pense que pour répondre à votre question, il faut insister sur la définition, la qualité des objectifs que vous allez vous fixer. À partir du moment où vous fixez des objectifs les plus smart possibles,
on va pas faire toute la théorie là-dessus, et dans lequel vous placez des indicateurs mesurables. Votre objectif est spécifique dans le temps. Déjà, votre objectif est clair et permet un suivi beaucoup plus efficace. Ensuite, je pense que ce qui est très important et qui est apparu en filigrane toute la matinée, c'est l'importance de bien intégrer cette stratégie, de ne pas considérer le développement durable. Enfin, il y a plusieurs façons de le considérer, mais la façon qu'on pousse, je pense ici tous, c'est d'intégrer le développement durable au cœur de la stratégie de l'entreprise. Le développement durable, c'est pas « je vais placer des panneaux solaires » sur le toit de mes immeubles. Le développement durable, c'est je vais réfléchir à la façon dont je fais mon métier et à la façon dont je devrais le transformer pour être plus durable. Et donc on peut avoir idéalement, au terme du parcours, on va avoir des impacts vraiment sur la façon de fonctionner, la façon de livrer des repas ou des choses comme ça, quoi. Et donc en termes de suivi, je pense que plus votre projet, votre programme sera intégré au sein de la stratégie de l'entreprise, plus il y aura de l'intérêt pour le suivre. Et mieux seront définis vos objectifs et mieux vous pourrez suivre le process. Si je peux ajouter quelque chose, il faut savoir déjà que, étonnamment, c'est une demande des organismes accompagnés d'être suivis. Ça a été demandé, en fait, qu'il y ait un suivi fait par le SPW. Revenez nous voir dans un an, comme ça donne une motivation, parce qu'en fait, tout le monde est noyé au quotidien par les choses. Et donc, en fait, vraiment, le SPW a pris, le rôle de vraiment faire un suivi. Et c'est demandé par les organisations d'avoir une date butoir où on vous demande, voilà, où vous en êtes, quels sont les challenges, etc. La session 5, je vous ai parlé beaucoup de communication parce que ça fait peur aux gens, mais on aborde aussi des principes d'intégration. Mais l'intégration, mon collègue vient d'en parler, c'est un travail de longue haleine. Donc nous, on donne des clés, on montre aussi parfois comment d'autres font pour intégrer. Voilà, telle organisation, il a une Green Team, telle organisation, il a une AG, telle organisation, pour avoir vraiment un suivi aussi en interne. Et alors après, quelque part, ça entre dans le domaine de la responsabilité de chacun et des organisations de dire ce qu'elles font et faire ce qu'elles disent. Donc voilà. Et si je peux juste encore compléter aussi sur tout ce qu'il vient de dire, auquel je suis parfaitement alignée, c'est aussi, dès le début, j'ai envie de dire, c'est quand même important d'avoir dans l'équipe de l'accompagnement, dans chaque organisation, d'avoir une équipe qui est diversifiée et dans laquelle vous avez des décideurs. Et d'ailleurs, la feuille de route qui sort doit être signée aussi par les plus hautes instances de chaque organisation accompagnée. Donc ça aide quand même, on n'a pas dit que c'était la solution absolue, mais ça aide d'avoir l'équipe qu'il faut pour l'accompagnement, et puis également d'avoir une feuille de route qui est validée quand même par les plus hautes instances. Ce n'est pas le suivi en tant que tel, mais c'est une façon de se donner les ingrédients pour que ça puisse avancer. Une autre question ? Oui, madame, ici au milieu. Alors, est-ce qu'on... Ah voilà, on va faire passer le micro. Bonjour, je voulais poser la question ce matin, mais c'est bien, ça va être plus complet. Véronique Warou du service public de Wallonie, département des permis et autorisations. Nous ne sommes pas contaminés par le développement durable, mais je ne désespère pas. Je fais passer le message. Donc tous les jours, nous délivrons des permis à des entreprises et je reviens à ce qui était dit ce matin, c'est que c'est vrai que nous, au quotidien, on voit ces business as usual, comme nous le faisons aussi. Et ma question, c'était de savoir par rapport, donc il y a les directives européennes, on dit qu'elles vont s'imposer aux gros. Ma question est plutôt pour les petits. On a déjà tenté la RSE vis-à-vis des plus grandes entreprises en disant les plus petits vont s'en inspirer, mais on n'a pas finalement la responsabilité sociétale des entreprises. Moi, je ne l'ai pas vraiment vu justement percoler. Alors, ma question au départ, c'était faut-il imaginer une réglementation régionale pour les plus petits ? Mais ça, j'ai l'impression qu'on ne veut pas y toucher. J'entendais parler de la culture. Enfin, c'est comment donner envie. Ma question reste comment les stimuler, comment donner envie. C'est vrai que par le biais de la culture, on peut l'espérer. On a toujours la carotte des subsides, mais bon, voilà. Il faut peut-être essayer de travailler sur un autre biais. Ma question, c'était est-ce qu'on peut imaginer finalement un club de ceux qui ont avancé, un club de contaminés qui vont être contagieux. Et donc, voilà, savoir si vous travaillez sur cet essaim qui pourrait nourrir. Et donc, si vous avez une autre façon de, quelque part, aller vers les petites entreprises, il y a le coaching, je sais, mais comment être encore plus élargi dans l'action ? Merci.
Marie. Je ne vais pas en identifier un plus qu'un autre, mais par rapport à la question des clubs, en tout cas, par rapport aux unités d'administration publique, on anime un réseau d'échange, ça c'est une première chose. Pour les pouvoirs locaux, il y a aussi un réseau qui est animé par Espace Environnement. Pour les entreprises, il y a aussi, je pense, différents clubs. En fait, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais ça existe en fait, ce genre de choses. Et donc, l'initiative individuelle et volontaire, la responsabilité sociétale, je dirais, proactive, c'est une chose. Il y a les carottes, il y a la façon dont les consommateurs vont réagir et on imagine que ça percole de plus en plus et que ça va avoir un impact aussi sur leur comportement vis-à-vis des PME. Et puis, il y a les bâtons dont on a parlé au niveau européen. Tout ça doit converger à un moment donné, mais ouais. Je voulais peut-être rajouter quelque chose. Parfois, on a l'impression que les petits font rien. C'est juste que les petits ne communiquent pas. Nous avons une majorité quand même de clients, nous, volontaires PME, qui ont des plus petits budgets et qui sont tout feu, tout flamme. Mais souvent, ils font déjà plein de choses et n'ont même jamais communiqué. Il y a des organisations, des entreprises qui ont participé au coaching. Ils n'avaient jamais expliqué tout ce qu'ils faisaient, alors que c'était peut-être la PME la plus avancée que j'avais vue jusqu'ici, en tout cas sur certains volets. Et alors, le problème, de nouveau, c'est que vous allez avoir des gens qui vont y venir par obligation, parce que les gros sont obligés et ils sont fournisseurs des gros. Mais il y a des gens qui resteront à la traîne, et je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas se concentrer là-dessus. Il y a beaucoup plus de gens qui agissent qu'on croit, surtout. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Une autre question ? Ah pardon, vous voulez rajouter ? Juste pour ajouter un petit point, parce qu'on parle ici finalement de la gestion du changement. Et le changement, c'est quelque chose qui, Marie l'a souligné, qui doit être à minima soutenu par la direction, par les décideurs. Et le changement, c'est quelque chose d'éminemment complexe. On est des êtres humains très compliqués. Et c'est toujours la question passionnante, qu'est-ce qui nous amène à changer dans votre cadre de travail ? Qu'est-ce qui va faire le déclic ? Et c'est quelque chose que soit on est là avec le bâton et c'est forcé, et si on passe plutôt par la case carotte, ça va être le défi de choisir ce déclic au changement. Et les motivations sont aussi diverses qu'il y a de personnes dans la salle, voire même plus larges. C'est comme quand on se remet au sport, on va ressentir les bénéfices de se remettre à l'entraînement, mais le premier pas de se remettre au sport, ça peut être chercher le lien social, ça peut être la perte de poids. Chacun va y aller avec sa motivation. Et voilà, ça reste une question passionnante, je trouve, à titre personnel. Et on ne sait pas toujours pourquoi, à un moment X, finalement, le changement se met en place. Mais l'échange des bonnes pratiques, je crois, ce que vous mentionniez, est vraiment, vraiment important, parce qu'on cherche toujours des modèles. On regarde toujours ce que fait le voisin. Et finalement, c'est ça qui nous anime aussi à passer le pas. Je témoigne simplement qu'au quotidien, le chantier est énorme, et dans le ASAP, il va falloir en secouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah voilà, là-bas derrière, voilà, il y a même 2 questions. Et j'espère qu'on pourra vous donner la parole à tous les deux, parce qu'il nous reste moins de 5 minutes. Bonjour, Lionel Creton, je travaille pour un service externe de prévention et de protection au travail, Mensura. Ma question est, quelles sont les conditions d'éligibilité pour être une société qui est coachée par vous, sachant que nous avons notre siège social à Bruxelles et des sièges d'exploitation en Wallonie et en Flandre. Voilà. On m'a dit qu'on pouvait poser des questions qui piquent. Alors, oui, non. Voilà, vous avez un site d'activité en Wallonie, donc c'est ce qui compte, et il faut que vous ayez au moins 5 collaborateurs. On en a 600, donc ça ira. Ça ira. Merci. Il y avait une question juste derrière. Nicole Thiebos, je suis à Famille One, la Caisse publique des allocations familiales. Donc nous, on a déjà bénéficié du coaching. Je voulais repartir sur ce qui a été dit sur l'échange des bonnes pratiques, et aussi ce qui a été dit par rapport à l'évaluation une fois que la feuille de route est terminée. C'est vrai que l'évaluation est souvent vécue comme un contrôle. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager quelque chose qui serait une sorte d'évaluation par les pairs ? Donc vous avez parlé de ce club qui existe, évidemment.
au niveau des UAP, mais d'autres réseaux, et de faire une sorte d'évaluation croisée où les uns les autres, on se suit et alors on partage vraiment nos bonnes pratiques à ce moment-là en disant comment toi tu es arrivé à faire ça, moi j'y suis pas arrivé, qu'est-ce que vous avez mis en place. Voilà. Excellent, je note. Merci. On a encore la place pour une question. Non? Vous êtes sûr? Alors, on arrête les questions ici. Ah non, okay. Ah voilà. Alors, moi, alors, juste, puisque je ne prends la parole à personne, j'ai une place pour une suggestion tout à fait complémentaire à ce que je viens d'entendre. Donc, moi, je travaille au RCR Carré, le réseau de collectifs en recherche de résilience. Je suis là un peu pour découvrir ce que les communes et les entreprises font, mais nous, notre spécialité, c'est plutôt les collectifs citoyens. Et donc, on a toute une pratique dans l'inter-potager collectif, l'inter-système d'échanges locaux, et on est tout à fait dans une dynamique comme ça. Les gens racontent les limites de ce qu'ils font, les problèmes qu'ils rencontrent, et ils cherchent ensuite comment essaimer les bonnes pratiques. Mais de vive voix, ça marche mieux qu'avec des rapports, même si on en fait après. Et parfois, des mutualisations peuvent aussi se mettre en place. Merci. Merci à vous.